Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 21 octobre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de la Belgique, de l'Union européenne, de l'Afrique du Sud et de la Slovénie en Algérie. Nous les écouterons tout à l'heure. Le président de la République instruit le maintien de l'importation des matières premières utilisées dans la production et les industries vitales. Décision saluée par les spécialistes et les professionnels. Les détails dans cette édition. Le Sahara occidental est une question de décolonisation, réaffirme la 4e commission des Nations Unies y afférente. Lors de sa déclaration finale, la commission stipule également que le peuple sahraoui est apte à décider de son avenir. Et l'implication du Marzen dans la corruption de journalistes de chaînes occidentales confirmée par de nouveaux rapports. Des pratiques largement répandues pour faire ses affaires à l'intérieur du pays alors que la population sombre dans la pauvreté. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé ce lundi la cérémonie de remise des lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs en Algérie. Le président de la République a reçu Jean-Jacques Caria qui lui a présenté ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur du Royaume de Belgique en Algérie. Jean-Jacques Caria, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté Philippe, roi des Belges, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Le nouvel ambassadeur de Belgique a souligné la profondeur des relations algéro-belges, mettant en exergue la volonté de son pays de les renforcer davantage à l'avenir. Je vous invite à l'écouter. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Caria, je suis ambassadeur de Belgique en Algérie depuis peu. En tout cas, je viens de rencontrer Monsieur le Président pendant une longue entrevue. On a eu l'occasion de passer en revue l'histoire du partenariat, qui n'est pas récent, entre nos deux pays. Bientôt, nous allons commémorer le 70e anniversaire de la Révolution. La Belgique y a sa part. Et nous avons encore de nombreux échanges économiques avec celle-ci. Nous avons des échanges universitaires. Il y a des échanges en termes d'expertise dans le secteur de l'agronomie, dans le secteur de la médecine. Des échanges économiques dans les secteurs de la pétrochimie, du plastique, l'agroalimentaire, l'outillage, la machine. Donc ce sont des relations qui sont vives, qui sont dynamiques. Et je vous espérais bien entendu, et c'est une partie de ma mission, c'est de faire en sorte qu'avec les Algériens, nous puissions encore améliorer nos relations, et ce pour le bien-être et le bonheur de nos populations respectives. En tout cas, c'est l'engagement que je me donne pour la durée de mon mandat ici. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de Diego Melaido Pasqua en sa qualité d'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en Algérie. سعادة السفير دييغو ميادو باسكوا سفير بعثة الاتحاد الأوروبي. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Charles Michel, Président du Conseil européen, et Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, m'accréditent comme ambassadeur auprès de la République algérienne, démocratique et populaire. Le nouvel ambassadeur de la délégation de l'Union européenne annonce la révision des accords de partenariat avec l'Algérie en réponse à la volonté du président de la République Ahmed Tebboune, mettant en avant la richesse, la diversité et la densité des relations entre l'Algérie et l'Union européenne. On l'écoute.
Je suis Diego Mellado, je suis l'ambassadeur de l'Union européenne. J'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance à Son Excellence le Président. Je l'ai félicité de nouveau au nom des autorités européennes pour sa réélection et j'ai confirmé les vœux de travailler ensemble de l'Union européenne. Nous avons eu l'occasion de réviser l'ensemble des relations entre l'Union européenne et l'Algérie. C'est des relations riches, intenses, diversifiées, variées. Nous souhaitons apporter une contribution à la stabilité politique de l'Algérie, aux échanges commerciaux, aux investissements, à la diversification économique et nous souhaitons élargir l'ensemble de nos relations pour un pacte pour la Méditerranée. Nous allons discuter avec l'Algérie sur l'accord d'association tel qu'indiqué par Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi eu l'occasion de discuter des thèmes géopolitiques, de l'importance des relations avec l'Afrique, le Sahel. L'Algérie, qui est la puissance régionale, est au centre aujourd'hui des relations et des difficultés qui existent et où l'Europe souhaite aussi apporter une contribution. Nous avons eu l'occasion de parler aussi des flux migratoires et de l'ensemble des questions qui affectent l'Europe et l'Algérie. Mais ce qui est important, c'est la conclusion. Les liens d'amitié sont très très forts. Nous savons et nous sommes conscients du fait que nos destins sont unis. Nous souhaitons continuer à travailler ensemble et à nous assurer que l'économie européenne, l'économie algérienne sont intégrées, le dialogue politique continue et que tout ceci se fait dans le cadre de la solidarité européenne avec tous les États membres de l'Union européenne et avec l'Algérie qui est un partenaire privilégié, essentiel, fondamental de l'Europe bien sûr et aussi des États membres de l'Union européenne. Je vous remercie. Le président de la République a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud en Algérie, Ndoumissou Ndimanchinga. سعادة السفير دوميسو نديما تشينغا سفير جمهورية جنوب إفريقيا. Mr. President, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency President Cyril Ramaphosa appointed me as the ambassador of the Republic of South Africa to People's Democratic Republic of Algeria. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Algérie a réaffirmé la solidité des relations politiques entre les deux pays, mettant en avant la volonté de travailler de concert pour renforcer les liens économiques bilatéraux. Je vous invite à l'écouter. We've just presented our credentials. Letters of credence have been presented. Nous avons présenté nos lettres de créance au président de la République algérienne. La discussion que nous avons eue avec lui nous a permis de passer en revue nos relations bilatérales. Nous avons exprimé notre satisfaction du type de relations qu'entretiennent nos deux pays, des relations politiques fortes et solides. Nous avons également discuté de la tenue prochaine de la commission bilatérale qui sera présidée par les présidents des deux pays et laquelle est prévue à la fin de l'année à Alger. Nous nous sommes entendus sur la nécessité du renforcement de notre coopération économique et avons discuté du travail à faire à l'avenir pour hisser cette coopération à la hauteur de l'excellence de nos relations politiques dans l'intérêt des deux pays et celui de tout le continent. Et le président de la République a reçu les lettres de créance de l'ambassadrice de la République de Slovénie en Algérie, Urška Kramberger-Mindak. سعادة السفيرة أورشكا كرامبرغر مندك سفيرة جمهورية سلوفينيا. Mr. President, I have the honor to present to you my letter of credence by which Madam President Nataša Pirc-Musar, President of Slovenia, appointed me for an ambassador extraordinary and plenipotentiary to the People's Democratic Republic of Algeria. La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem.
Par ailleurs, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu l'ambassadeur coordonnateur résident du système des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est tenue au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Retour à présent sur cette décision hier du président de la République au Conseil des ministres qui a instruit de ne pas interdire les opérations d'importation de matières premières utilisées dans la production et dans l'industrie, les industries vitales. Cette orientation a été largement saluée par les spécialistes et les professionnels. Elle permet de maintenir et même booster la production nationale. Yasmine Massoudi. Les dernières orientations du président de la République données lors de la réunion du Conseil des ministres visent à établir un environnement propice au développement industriel en Algérie. L'objectif est clair, éviter les ruptures d'approvisionnement en intrants essentiels et soutenir la production nationale tout en préservant les réserves financières du pays. Pour ce faire, ces nouvelles directives prévoient une facilitation des importations de matières premières nécessaires pour l'industrie, tandis que d'autres types d'importations seront soumises à des autorisations préalables. Cette approche vise à éviter que les restrictions n'entravent la production locale et les capacités d'exportation. Quand on parle du commerce extérieur, on parle et des importations et des exportations. Sachant qu'actuellement l'Algérie est en train d'un passage économique très important. Donc là, on va vers la diversification économique. Donc par rapport à ça, le président de la République a réitéré son engagement pour développer l'économie nationale et ce par l'autorisation des intrants, qui veut dire matières premières, pour la production nationale. Parce que la production nationale, tout produit a besoin de matières premières. On n'est pas un pays où on trouve des matières premières dans divers secteurs économiques. Donc ces intrants, ils vont tout simplement accompagner l'économie nationale, les produits dans notre économie afin d'émerger. Ces orientations envoient un signal important aux investisseurs étrangers, en particulier à ceux qui dépendent d'un approvisionnement régulier en matières premières pour leurs activités en Algérie. La clarification des règles est perçue comme un pas vers un cadre plus stable et rassurant, propice à attirer et maintenir les IDE. L'Algérie, comme vous le savez, a une place géostratégique qui lui permet d'être la porte, n'est-ce pas, pour aller en Afrique. Nous souhaitons que cette occasion soit donnée au transfert de technologies dans les IDE. Nous invitons les investisseurs en IDE, amis de l'Algérie, de venir se positionner en Algérie et d'aller en partenariat gagnant-gagnant pour conquérir les marchés africains, moyen-orientaux et de la rive sud de la Méditerranée. Ces mesures sécurisent l'approvisionnement en matières premières tout en instaurant un climat de confiance essentiel pour un développement économique durable. Direction Ain Timouchen, où d'importantes quantités de produits agricoles sont transformés. Une unité utilise l'excédent de la production en abricots, en figues ou encore en pommes pour en faire toutes sortes de produits finis. Sofiane Maqnin, Badia Amari. Dans cette entreprise, les fruits frais sont transformés en confiture et apertisés dans des boîtes de conserve ou des bocaux en verre. Annuellement, l'usine procède à la transformation de 1000 tonnes d'abricots, 600 tonnes de figues et 250 tonnes de pommes en plus d'autres fruits et légumes. Nous transformons les fruits et légumes produits localement. Nous travaillons en étroite collaboration avec 20 agriculteurs de la région de Ain Timouchen. Nous faisons aussi de la prestation de services. Par exemple, une entreprise qui a son propre produit et son emballage peut nous solliciter pour des analyses et même la production. Cette usine opérationnelle depuis une dizaine d'années et qui emploie 20 travailleurs est un exemple de réussite d'une PME et du rôle de cette dernière dans le développement économique du pays. La production agricole est abondante, ce qui permet de faire fonctionner des usines comme la nôtre. La chaîne de production que j'ai installée peut transformer tous les fruits, entre autres l'abricot, la pêche, la pomme. Notre ambition est d'aller à la conquête des marchés internationaux, notamment africains. Mais il faut surtout travailler pour développer notre économie. Le développement de l'industrie de transformation des produits agricoles est un segment prometteur qui peut contribuer à diversifier les exportations hors hydrocarbures.
Et ce communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, conformément au rapport d'expertise finale émanant de la commission technique composée d'experts et de techniciens des services de l'organisme national de contrôle technique de la construction. Celle-ci a été dépêchée par le ministre du secteur à la cité de 770 logements sur la route de l'Ahmar au nord de Bécha le 19 octobre dernier. Les services du ministère de l'Habitat ont décidé d'ester en justice tous ceux qui sont responsables de l'endommagement et des piliers porteurs et de la structure même de l'immeuble afin que ces derniers rendent compte devant la justice de toutes les modifications illégales effectuées. Le comité technique a confirmé que les piliers porteurs de l'immeuble avaient été sciés à l'aide de machines ou d'outils tranchants destinés à la découpe du béton et de l'acier. Ceci confirme que les propriétaires des locaux commerciaux du rez-de-chaussée ont apporté des modifications qui ont affecté directement la structure de la construction et ont causé l'effondrement de l'immeuble de 4 étages le 18 octobre dernier. L'incident confirme encore une fois l'importance de se conformer aux lois stipulant l'interdiction ferme de modifier les structures des constructions afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, conclut le communiqué du ministère de l'Habitat. La compagnie aérienne nationale Air Algérie annonce l'annulation et la révision des horaires de nombre de ses vols internationaux et domestiques à partir de lundi jusqu'au 1er novembre prochain. Air Algérie invite tous ses passagers à se rendre dans les agences commerciales où ils avaient acquis leur billet, à contacter son call center au numéro court 3302 ou à consulter le site web de la compagnie pour avoir plus d'informations. Le Sahara occidental est une question de décolonisation. C'est ce qu'a décidé la 4e commission des Nations Unies et afférente. Une série de projets de résolution allant dans ce sens a été adoptée à l'unanimité à l'issue de sa 10e et dernière séance. Elle stipule également que le peuple sahraoui est apte à décider de son avenir. Yamina Saïdji. Après la décision sans appel prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne, annulant définitivement les accords de pêche et d'agriculture liant l'UE au Maroc et qui inclut les territoires sahraouis, une autre résolution vient s'ajouter à l'édifice des fondamentaux juridiques de la question du Sahara occidental. Celle adoptée par la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, affirmant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Cette résolution a été adoptée par consensus entre tous les États membres, ce qui démontre encore une fois l'importance croissante accordée au dossier sahraoui sur la scène internationale. Le Maroc n'a quant à lui émis aucune réserve ni objection quant aux 24 résolutions proposées et adoptées à l'unanimité, ce qui reflète l'incohérence et la duplicité de sa diplomatie, alors qu'il critique ouvertement et sans vergogne les pays soutenant la cause sahraoui. La résolution réaffirme donc le statut de la question sahraoui comme étant une question de décolonisation et réaffirme le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 de l'ONU. L'adoption de cette résolution à l'unanimité indique que même les États soutenant les thèses marocaines adhèrent désormais à la position de l'ONU. Ce qui marque le début d'une nouvelle ère pour le peuple sahraoui et démontre que l'Organisation des Nations Unies est prête à assumer ses responsabilités envers la dernière colonie d'Afrique, une question qui ne peut désormais être ignorée ou occultée. Et dans le même dossier, de nouvelles réactions suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de ces accords commerciaux avec le Maroc. L'instance avait annulé les accords considérant le Sahara occidental comme un territoire distinct. Ce verdict met l'Union européenne dans la gêne, elle qui, durant longtemps, participait à l'exploitation illégale des ressources du Sahara occidental. Yanis Saïd Louqasmi. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet du Sahara occidental continue de susciter des réactions en chaîne. Ce jugement, qui représente un coup dur pour le Maroc et ses alliés, accentue les dissensions au sein de l'Union européenne. L'Allemagne a rapidement exprimé son soutien à la décision, appelant au respect de la justice européenne. D'autres pays membres semblent suivre cette voie, divisant ainsi l'Europe sur la question sahraoui, comme le montrent les médias belges. Je crois que l'exécutif européen ressent une extrême gêne après avoir été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'il a entériné des accords avec le Maroc.
Pour le peuple sahraoui, il s'agit d'une nouvelle victoire dans leur lutte pour la reconnaissance du Sahara occidental. La Cour confirme une nouvelle fois que toute exploitation des ressources du Sahara sans leur consentement est illégale. Cette décision remet en cause les intérêts du Makhzen et renforce l'idée que la question sahraoui demeure une affaire de décolonisation non résolue. Cette décision est une victoire contre ce type d'accord signé avec le Maroc, qui inclut un autre pays que celui concerné. Ils occupent les terres du Sahara occidental et l'Union européenne doit être prudente. Nous soutenons non seulement nos frères et sœurs au Sahara occidental, mais aussi dans toutes les régions du monde. Nous croyons que le droit à l'autodétermination est un droit des peuples et c'est à partir de ce principe fondamental que repose notre position de soutien à toutes les causes de libération nationale. Et cette décision va au-delà des frontières européennes. Aux Nations Unies, elle est perçue comme un soutien majeur à la cause sahraoui. La Cour européenne rappelle que seule la population sahraoui détient la souveraineté sur ses richesses et réaffirme son droit à l'autodétermination. Et les scandales qui éclaboussent le Maroc sont nombreux, du nouveau dans celui impliquant la corruption de journalistes marocains ou même étrangers pour soigner son image et faire ses affaires dans les médias occidentaux. L'implication du Makhzen est établie par les derniers rapports. Bedia mardi. Désormais, la corruption au Maroc est connue à l'international. Des enquêtes journalistiques réalisées par des journalistes étrangers, belges, espagnols et français, ont levé le voile sur les dessous du régime du Makhzen, qui ne s'est pas contenté d'interdire la libre expression sur son territoire, mais a étendu son influence en dehors de ses frontières, dans une tentative de redorer son image et de dissimuler la corruption qui gangrène le royaume. هذا هو رضوان الرمضاني. هذا يا سيدي كيعتبر راسو صحفي كيخدم المنظومه الصهيونيه في المملكه المغرب وكيعترف على انه كينتمي للمنظومه المخابراتيه ديال المغرب وانه كيخدم الدرع الاعلامي ديال الفساد. Le régime du Makhzen recourt à la corruption pour porter atteinte à tous ceux qui lui résistent, à l'exemple du peuple sahraoui dont les droits sont bafoués. Plus des enquêtes sont menées, plus les vérités éclatent au grand jour, à l'exemple du scandale Pegasus qui a secoué l'opinion publique internationale et fait tomber le masque sur de nombreux journalistes marocains dont la mission était la diffusion de fake news et servir la propagande du Makhzen. Ce scandale n'a pas seulement levé le voile sur l'espionnage des opposants marocains par le Makhzen, mais aussi l'intrusion de certains médias européens et arabes pour publier des mensonges et faire taire toutes les voix qui s'y opposent. Des rapports mondiaux évoquent la manière avec laquelle certains médias se sont retrouvés impliqués avec le régime du Makhzen en faisant fi de la déontologie de la profession. Ces mêmes médias ont fini par révoquer les journalistes impliqués. Plus encore, le Makhzen a toujours eu recours à la corruption avec l'argent de la drogue pour corrompre des journalistes et des influenceurs sur les réseaux sociaux pour continuer à diffuser des mensonges afin de déstabiliser ses pays voisins. Des rapports d'instances internationales ont dévoilé le degré de violation des droits des journalistes qui font objet d'espionnage sur leur téléphone. Pire encore, cette pratique s'est étendue pour concerner des journalistes étrangers évoluant dans des journaux et des chaînes internationales et qui eux aussi ont été espionnés. C'est ce qu'ont dévoilé des journaux français qui ont mis le système du Makhzen sous la loupe. Et le Makhzen favorise la corruption à l'intérieur du Maroc également. L'enrichissement fulgurant de la famille royale et des élites marocaines soulève des doutes. Des enquêtes en cours révèlent de grands scandales politiques et financiers alors que la population sombre dans la pauvreté. Yamina Saïd. La famille royale marocaine détient des palais somptueux situés dans les lieux les plus prestigieux du monde. Derrière cette façade de grandeur se cache une fortune immense, bien au-delà de ce que révèlent les rapports officiels. Cette richesse amassée aux dépens du peuple marocain s'appuie sur des impôts directs et des prélèvements qui siphonnent le budget de l'État. Chaque année, des sommes colossales sont allouées à la famille royale, bien supérieures aux ressources destinées à des secteurs vitaux. Les dépenses fastueuses du palais continuent de peser lourdement sur les finances publiques. L'État marocain engage d'importantes dépenses au profit de la famille royale, qui parallèlement se consacre au commerce et à l'investissement. Pourtant, cette famille n'a pas besoin de ces ressources supplémentaires. En plus de son budget annuel estimé à plus de 250 milliards de dollars, la famille royale possède des palais somptueux, chacun doté d'un personnel dédié et de services de sécurité spécifiques. Les coûts engendrés par l'entretien de ces résidences pèsent lourdement sur le budget de l'État, dans un pays qui a pourtant un besoin urgent de ressources dans des secteurs essentiels.
Mais au lieu de cela, la famille royale a fait le choix de vivre dans un luxe démesuré. Les rapports indiquent que la richesse des élites marocaines a augmenté du jour au lendemain. En effet, le nombre de personnes fortunées a soudainement grimpé, ce qui soulève des doutes et suscite des questions quant à l'origine de cette richesse. Il n'est pas dans l'intérêt de la monarchie de mettre fin à la corruption, car cela compromettrait ses revenus. Certaines ressources minières ne peuvent être commercialisées, mais la famille royale a accaparé l'ensemble des terres. Ainsi, tout ce qui se trouve à la surface et sous terre appartiennent également à la famille royale. Tandis que la famille royale accumule une richesse démesurée, le peuple marocain souffre de l'épuisement de ses ressources au profit d'une élite restreinte qui défend les intérêts de la famille au pouvoir. Cette élite exerce un contrôle sur l'économie, la politique et même sur les institutions gouvernementales censées servir la population. Les personnes qui avaient un emploi et pouvaient mener une vie décente se retrouvent en difficulté. Il devient de plus en plus compliqué de payer son loyer et de faire ses courses au Maroc. On ne comprend pas ce qui se passe, notamment ces dernières années, mais la vie est devenue très dure pour nous. La pauvreté augmente de façon alarmante. Les prix des produits de large consommation ont doublé et les salaires n'ont pas suivi. La population marocaine vit dans la précarité, tandis que la richesse de la famille royale repose sur leurs souffrances. Le fossé entre riches et pauvres se creuse de plus en plus, alimenté par une corruption systématique. À Gaza, la situation humanitaire est catastrophique. Le programme alimentaire mondial affirme que les approvisionnements dans le nord de l'enclave seront épuisés d'ici une semaine et demie. La zone où sont encerclés et massacrés plus de 400 000 Palestiniens. Les attaques sionistes se poursuivent également au Liban. Plus d'1 million de personnes ont été poussées à se déplacer par l'occupation israélienne. Retour dans le pays, on va à Ouergla où la culture du palmier dattier est une histoire d'amour. Les agriculteurs, à l'image de Melkhir, prennent soin de leur palmeraie et le résultat est probant. L'agricultrice fabrique divers produits dérivés de sa récolte, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Farhat Mouzaoui. Madame Khalil Melkhir, une femme qui a grandi dans les palmeraies. Une passion qu'elle a héritée de son père. Avec une main verte, elle entretient sa palmeraie avec l'aide de quelques travailleurs. C'est mon père qui nous a initiés à l'agriculture parce qu'on a été élevé dans les palmeraies et lui, il était très motivé par les palmiers et on allait au jardin comme si on allait en vacances. Vous allez voir le type de date. Numéro 1, le Ghars. Numéro 2, Degla. Numéro 3, Tanslit Takarmost. Et Goujil, Belouerglia, qu'on appelle l'itim. L'itim yibki b'asl ta'ou. Il y a Mézid pour le vinaigre. Il y a Tesgart, il y a pas mal de robes. On fait avec du miel. On le récolte par le biais de Degla, de Ghars, pardon, et de l'itim. L'utilisation des dérivés de dattes est ancrée dans les traditions ouergli. Sucre, vinaigre et miel, tout est fait à base de dattes. De la pollinisation des palmiers jusqu'à la récolte des dattes et le tri, tout passe par sa main pour avoir un produit final parfait. Il est connu pour ses valeurs aussi bien takrmos que tanslis, pour ses valeurs nutritives. Et on la mange aussi mnaggar. Et puis, quand c'est bien cuit, c'est conservé aussi. Ça aussi, c'est conservé. C'est la même chose tanslit, presque les mêmes valeurs. Donc, on la prépare pour le sucre. Et là, bid l'ahmam, mnaggar. Ça se mange jusqu'à, vous voyez, ça va être jusqu'à janvier encore on peut cueillir. Hada, le temjohrt, elle est utilisée comme pour la date. Elle est utilisée pour le vinaigre. La méthode que j'utilise, ici, le kemarab, il est utilisé 2 fois. Il est cuit
En ce moment, on a préparé une partie, mais elle n'est pas encore finie du tout. 2 fois, une cuisson, deuxième cuisson, elle est filtrée. Après qu'elle soit toute filtrée, les noyaux enlevés et tout ça, elle est recuite. C'est là où on a le sirop. Et ça dépend de la qualité de la date. Ouargla connaît plus de 85 types de dattes, chacun son utilisation, parmi eux Degla, El Ghars, Boutrbala, Tamsrit, Letim, chacun son goût et sa valeur nutritive. Les gens commencent à prendre conscience des bienfaits des produits naturels pour leur santé. Madame Khalil a décidé de faire un projet, un point de vente où on trouve épices, herbes, fromages et tout type de dattes bio. On lui souhaite plein de réussite. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.